Ok, bienvenue pour la suite du cours. Donc, on était la dernière fois sur des proportions. Et l'idée, c'est de généraliser ça. Donc, on va arriver à la loi multinomiale. On parlera un petit peu de tableau de contingence et de test du qui 2, de tableau croisé, tout ce genre de choses. Donc, je vais basculer sur mes slides. Bon, ça va être bon, voilà. Donc, après ce chapitre 12 autour de la loi binomiale, enfin de la proportion, puisqu'en fait, on avait des observations X1 XI qui appartenaient à 0,1, que d'ailleurs on disait que donc, forcément les XI suivaient des lois de Bernoulli de paramètre P. On essayait de trouver une valeur qui pouvait approcher P, donc on avait discuté un petit peu de cette notion d'estimateur de maximum de vraisemblance, la méthode des moments qui était P chapeau, qui était tout simplement X bar. Donc quand on a des données, on prend la moyenne qui correspond en fait tout simplement à la présentation de la fréquence qu'on peut avoir quand on a des variables binaires, des variables indicatrices. Donc ici, on va récupérer quelque chose un peu plus général. Donc la loi multinomiale va servir quand on aura non plus deux valeurs possibles, 0 ou 1, mais plus de valeurs possibles et que P devient tout d'un coup un vecteur de probabilité. Ok, donc je vais commencer par la terminologie peut-être un peu plus classique en statistique descriptive, qui est la notion de tableau de comptage. Okay. Donc un tableau de comptage, ce sera tout simplement combien de fois est-ce qu'une modalité a pu être obtenue. Donc l'idée, c'est qu'on a une variable x qui peut prendre un certain nombre de modalités. Donc on a une variable factorielle, ce qu'on appelle un facteur, ce qu'on appelle aussi une variable catégorielle. Donc l'idée, c'est que cette variable x, ça peut être par exemple la couleur des cheveux. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire juste après. Donc ici, on a une base de données avec la couleur des cheveux et la couleur des yeux d'une personne. Donc, par exemple, ici, on a une variable x qui peut prendre 4 valeurs. Les cheveux noirs, donc black, les cheveux marrons, brown, les cheveux roux, red, et les cheveux blonds pour une personne blonde. Donc, en fait, on se retrouve avec une variable qui peut prendre 4 modalités fondamentalement. Donc, il prend des modalités, alors je vais les noter ABCD parce que c'est un peu plus simple. Et donc, on a ces 4 modalités. Donc ici, on ne peut pas vraiment utiliser des fréquences, même si on imagine on va avoir des fréquences pour chacune des modalités. Donc ça va être l'idée de la loi multinomiale qui va en fait généraliser la loi binomiale dans le sens où je me retrouve avec plusieurs variables indicatrices. Est-ce que je suis de type A? Est-ce que je suis de type B, de type C, de type D? Donc une hypothèse, encore une fois, je l'avais déjà dit quand j'ai présenté les notions de variables et de variables catégorielles, le nombre de modalités est fixé et je ne peux pas le changer. Okay, donc, on ne peut pas tout d'un coup voir arriver une variable qui prend la modalité E. Okay, donc, je ne vais pas avoir de cheveux verts dans mes données. En tout cas, il faut que je spécifie les catégories acceptables au début. Je commence à engranger mes données. Donc, je fais un questionnaire, par exemple, où je récupère les informations par une source ou une autre, et donc je vais créer ces variables-là, mais il me faut les catégories dès le départ. Bref, on a cette variable catégorielle. Okay. Et ce qu'on va appeler le tableau de comptage, c'est ce que je vais noter le petit n. Donc, ce sera juste un vecteur qui va être de la même taille que la taille de ce vecteur-là. Donc, ce sera un vecteur avec un j composante qui va tout simplement être le comptage de chacune des fois où la modalité petit j a été observée dans mes données. Okay. Donc, dans mon exemple, la modalité A, par exemple. Okay. Donc, c'est exactement le tableau qui apparaît ici. Okay, que j'obtiens. Alors, c'est une base de données qui traîne dans R, dans lesquelles on n'a pas des observations. On n'a pas une base de données avec, je ne sais plus combien, de l'ordre de 300 observations. On a ce qu'on appellera par la suite un tableau croisé. Et je vais juste extraire une information qui est ce tableau de comptage. Donc, on a quelque part dans ces données ce comptage. Donc, on sait que dans la base de données, alors, si vous regardez un tout petit peu attentivement, je suis désolé, je vais parler un tout petit peu de syntaxe R, mais on voit qu'on a un tableau. Donc, on a deux virgules qui apparaissent ici. Donc, ça, c'est une manière pour définir donc, des tableaux qui sont ou des tenseurs qui sont des objets un peu plus compliqués que des matrices. Donc, l'idée, c'est que j'ai un tableau dans lequel je me retrouve avec des modalités I, J, K, qui vont me permettre de compter un certain nombre de choses. Voilà. Donc, on va juste, pour le moment, je le fais en dimension 1. Ensuite, on fera le tableau croisé en dimension 2. Mais une fois qu'on a compris ça, on voit qu'on peut le faire en dimension 3. Je suis désolé, j'utilise une base de données un peu plus grosse dans R parce qu'elle est assez marrante. Et donc, dans cette base, qu'est-ce qu'on a?
Si jamais je prends la première information, je récupère la couleur des cheveux, ensuite la couleur des yeux et ensuite le genre. Donc, je sais si c'est un garçon ou une fille. Donc là, par exemple, je m'intéresse uniquement aux filles. Voilà. Donc, ce que je suis en train de regarder comme tableau de comptage, c'est tout simplement des nombres de filles qui ont différentes couleurs de cheveux. Okay, dans la population qui est, je ne sais pas d'où viennent ces données, mais peu importe. Donc, ce qu'on a, c'est dedans 52 personnes filles avec des cheveux noirs, 143 avec des cheveux bruns, 37 rousses et 81 blondes. Voilà. Donc, ça, c'est mon vecteur. Typiquement, ça va être mon vecteur N. Donc, N sera ce vecteur qui est un vecteur en dimension 3, enfin en dimension 4. Donc, c'est un comptage. Okay, donc, c'est pour ça que je le note avec en notation gras. Donc, c'est un vecteur qui contient qui est un vecteur en dimension 4 avec N1, N2, N3, N4 dans ce vecteur. Alors, juste petite info, je peux aussi non pas juste regarder des comptages, mais je peux définir ce vecteur-là qui sera peut-être un peu plus intéressant par la suite, qui est en fait le vecteur normalisé en divisant par la somme. Donc, à quoi ça va nous servir? Une fois qu'on a compris qu'un comptage, c'était la même chose que ce qu'on avait auparavant quand je disais j'ai des observations xi qui appartiennent à 0,1. Okay, quand je regardais la fréquence, je regardais tout simplement la somme des xi que je divisais par n. Donc, ça revient à travailler, au lieu de travailler uniquement sur la somme et du comptage, de fois où mon indicatrice a pris la valeur 1, c'est un peu la même chose ici. J'ai ma variable indicatrice, est-ce que la personne a les cheveux de type A, par exemple de type black. Dans ces cas-là, j'ai la somme de ces variables indicatrices qui vaut exactement 52. Okay, donc 52 divisé par n, ça me donne très exactement cette interprétation qui va être une fréquence. Donc les chiffres qui apparaissent juste en dessous correspondent aux fréquences. Okay, donc cette fois-ci, on a des probabilités. L'idée est que la somme de ces composantes est égale à 1. Donc j'ai un vecteur de probabilité. Et donc on est dans l'espace des 4 couleurs, noir, brun, roux, blanc, et on essaie d'avoir la probabilité d'être dans chacune des catégories. Donc, par exemple, ici, on voit le 45,69% de personnes qui ont les cheveux bruns. Okay, donc, c'est exactement ce vecteur que je définis ici. Donc, c'est ce F qui est le vecteur, le même vecteur que les N. La seule chose que je divise par petit n. Alors, il faut faire attention, j'ai petit n en gras qui devient vecteur de comptage et petit n en typographie classique qui est le nombre d'observations. Alors, il y a une petite typo ici. Donc ici, c'est mon NJ. Donc là, je définis le nombre de fois où NJ est apparu et je définis N comme étant N1 plus N grand J. Donc, c'est le nombre d'observations totales dans mes données, l'effectif total. OK. Donc, représentation classique, là encore, je renvoie, je pense, au slide 2, chapitre 2 ou 3 du cours, où je faisais un tout petit peu de visualisation de données. Donc, quand on a des comptages, des variables catégorielles, on a quelques manières de les visualiser. En particulier, on a ces notions de bar plot. Bar plot qui veut dire que tout simplement que je vais mettre des barres pour chacune des valeurs. Donc, ça marche quand on a des espaces pas trop grands. Okay, si jamais vous comptez le nombre de personnes par zip code à Montréal, il y a beaucoup trop de zip codes, on ne pourrait pas tous les visualiser, ce serait un peu compliqué. Voilà. Donc, quand on a un nombre raisonnable de variables, de modalités plutôt, un bar plot peut être relativement intéressant. Donc ici, on voit les 4 couleurs de cheveux avec, sur l'axe des Y, donc tout simplement le tableau les données de comptage. Donc j'ai compté combien d'observations j'avais. Donc on retrouve un peu ce qu'on avait évoqué dans les histogrammes où je me contente de définir des blocs et dans chacun des blocs, je compte combien d'observations j'ai. Okay, d'ailleurs, si jamais j'avais une variable continue et que je la découpais en classes et que je regardais un peu ces tableaux de comptage, je récupérais explicitement l'histogramme. En fait. Donc ici, j'ai mon comptage à gauche. Et là encore, de la même manière que pour les histogrammes, on avait dit que ça peut être plus intéressant de les normaliser. On va tout simplement récupérer un vecteur de probabilité. Okay. Alors, là encore, on pourrait dire, il faut faire un tout petit peu attention, ce n'est pas exactement une densité, okay, même si on a envie de se dire, si jamais la largeur des petits rectangles vaut 1, dans ces cas-là, la somme de ces aires doit être égale à 1, tout simplement, puisque je me récupère avec l'aire d'un rectangle, c'est la base fois la hauteur, la base vaut 1 et la hauteur, c'est la proportion, et la somme des proportions, c'est la somme des NJ
que je divise par n, et donc ça me fait n sur n qui fait 1. Donc effectivement, j'ai bien une interprétation en termes d'air, mais c'est plutôt, on le verra par la suite quand on va vouloir comparer éventuellement par exemple une distribution théorique et une distribution empirique qu'on aura dans nos données. Donc par exemple, on pourra avoir cette proportion-là qui est obtenue par exemple dans une classe, et on va se demander est-ce que notre classe est représentative du reste de la population, puisqu'on pourrait avoir beaucoup plus de monde ou beaucoup plus moins de monde dans certaines catégories. Donc la grande différence, elle est unique. Donc on le voit, si vous regardez de loin les graphiques, c'est exactement les mêmes. On va à la même hauteur. Okay, donc ça, c'est un tout petit peu rassurant. La différence est juste sur les axes, mais exactement comme pour les histogrammes. Quand je vous rappelle, quand on normalisait, au lieu de demander l'histogramme en comptage, on demandait density probability equal true. Dans ces cas-là, on avait exactement le même graphique. La seule chose qui change, c'est les valeurs sur l'axe des Y. OK. Alors, à partir de là, je vais pouvoir définir cet objet un petit peu particulier qui est la loi multinomiale. Okay, donc la loi multinomiale, on va le revoir dans un instant, ça va être une extension de la loi binomiale. Okay, donc binomial voulant dire bi veut dire deux. Okay, donc je prends deux modalités. Okay, là, je vais prendre un nombre multiple de modalités. D'accord. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que j'ai une collection de variables catégorielles. Donc tout à l'heure, je vous rappelle, on avait dit x, chacune des observations xi va prendre un certain nombre de valeurs parmi quelque chose qui va ressembler à du 1j. Okay. Alors, j'aime pas trop la notation en nombre parce qu'on a l'impression qu'on peut faire des moyennes, par exemple. Okay. Donc c'est pour ça que je notais plutôt ABCD tout à l'heure, mais bon, l'idée étant que j'ai grand J modalité. On va pas pouvoir sortir de ça. Et je suppose, et ça va être la même chose que pour la loi binomiale, la loi binomiale est caractérisée par une probabilité. Okay, alors, en fait, c'est caractérisé par deux probabilités, la probabilité de tomber sur 0, la probabilité de tomber sur 1, qu'on résumait tout simplement en gardant une seule information. La particularité de cette loi binomiale, c'est de dire, en fait, la seule chose qui permet de caractériser cette loi, c'est la probabilité de tomber sur 1, parce que, une fois que j'ai la probabilité de tomber sur 1, j'ai la probabilité de tomber sur 0. Ici, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai grand J modalité, donc si je vous en donne une, on n'a pas trop d'informations sur les autres. Okay. Par contre, je vous en donne J-1, dans ces cas-là, on a grand J-1, dans ces cas-là, on a tout puisque la somme va être égale à 1. Donc, on a un vecteur de probabilité qui va vérifier les propriétés classiques qu'on attend pour un vecteur de probabilité, qui est que la somme pour J égale 1 à grand J des PJ doit être égale à 1. Okay, donc, on a un vecteur de probabilité qui va nous permettre de caractériser chacune des observations. Donc, on est toujours sur les mêmes hypothèses de modèles probabilistes, qui est que j'ai des observations qui sont des tirages de couleurs, pareil de couleurs de cheveux, et derrière, on suppose qu'on a des variables qui peuvent prendre on a ces variables catégorielles. Et la grande question, c'est est-ce que je peux décrire cette loi, la loi qui me permet de récupérer ce comptage, la loi des grands N J, qui va être le nombre d'observations que j'attends dans une population de taille N. Okay, donc j'ai petit n observations qui ont été données. Donc là, je connais la taille totale de ma population. Et ce qu'on se demande, c'est est-ce que je peux avoir la loi de mon tableau de contingence, enfin de mon tableau de comptage. D'accord. Donc est-ce que je peux avoir la loi de grand N qui sera grand N1, grand NJ, où NJ, c'est le nombre de fois où j'ai été dans la catégorie J. Donc on est vraiment sur les mêmes notations que tout à l'heure. Okay, la seule chose, c'est qu'ici, j'étais sur une variable, sur du descriptif, et donc je compte la somme des petits xi, plutôt les indicatrices associées à la catégorie cheveux roux pour l'individu i. Okay, soit la personne est rousse, soit la personne n'est pas rousse. Dans ces cas-là, soit ça vaut 0, soit ça vaut 1. Okay, là, je suis sur la version variable aléatoire. Donc, je peux introduire une autre notation d'ailleurs, qui est tout simplement ce XJI. Donc, ça va me permettre de regarder chacune des indicatrices. Donc, est-ce que la personne I est dans la catégorie J? C'est ça que je définis avec cette variable-là. Donc, cette variable, elle a une particularité, c'est qu'on la connaît bien. Comme c'est une variable indicatrice, c'est ce que je dis depuis le début du cours, quand je travaille sur des indicatrices de quelque chose, j'ai forcément une mode Bernoulli, okay, qui est associée à une probabilité que je connais, qui est cette probabilité PJ. C'est tout simplement la probabilité de tomber dans la catégorie J. Okay. Donc, comme j'ai de l'Euler Bernoulli, on connaît la caractérisation de ce PJ, c'est tout simplement l'espérance des YJ. Okay. Donc, c'est aussi la probabilité d'être dans la catégorie XJ. On est vraiment sur des notations, encore une fois, si jamais ce n'est pas clair, enfin, réfléchissez un tout petit peu, c'est vraiment des notations assez intuitives. Okay.
soit je travaille sur des variables catégorielles sur lesquelles je ne peux pas faire grand-chose, puisqu'elles prennent des valeurs dans un espace qui n'est pas un espace numérique. Okay. Donc, j'ai mes catégories en X. En Y, j'ai mes indicatrices. Est-ce que j'ai pris ou pas une valeur? Et les N qui sont des comptages. Donc, une fois que j'ai noté, pardon, j'ai pas décidé, j'ai noté qu'on avait des Bernoullis. Dans ces cas-là, quand on va sommer ces Bernoullis, on va récupérer une loi binomiale. Donc là, c'est une caractérisation de la loi binomiale. La loi binomiale, c'est de la somme de Bernoulli indépendante de probabilité J. Et comme j'en somme petit n, dans ces cas-là, je vais avoir une loi binomiale. Donc à partir de là, j'ai la loi, ce qui est déjà une première étape intéressante. Je vous avais dit qu'avoir des lois, c'est intéressant parce que ça permet de faire des tests. Donc les tests sur les lois binomiales, on en a fait plein, c'était le chapitre 12. Okay. On va avoir un problème un peu plus compliqué dans le slide suivant, je pense. Je vais juste rappeler deux petites propriétés. Les propriétés qu'on a sur nos variables binomiales. Comme j'ai des variables binomiales, l'espérance de chacun des NI, plutôt je devrais dire des NJ, si je voulais être cohérent en termes de notation, l'espérance de NJ, c'est les NPJ, et la variance des NJ, c'est NPJ 1 moins PJ. D'accord. Donc, c'est vraiment la propriété de base de la loi binomiale. L'espérance, c'est n fois la probabilité de valeur 1. Et la variance, c'est n multiplié par la probabilité de valeur 1 multiplié par la probabilité de valeur 0. Okay. Donc, ça, il n'y a rien de bien nouveau. Le petit résultat de nouveau, c'est le résultat qui est juste en dessous, qui est que si jamais je me donne deux catégories, I et J, dans ces cas-là, je peux calculer la covariance entre les deux comptages. Donc, la covariance, 1, elle n'est pas nulle. Okay. Donc ça, c'est le premier point important, c'est que cette covariance va être différente de 0. Donc les variables NI et NJ ne sont pas indépendantes. Et alors, on a une autre petite propriété qu'on peut observer, c'est que la covariance est négative. Donc les deux variables sont corrélées négativement. Le chapitre d'après parlera plus de la corrélation, mais on a déjà une petite intuition de ce que c'est que la corrélation ou la covariance. C'est le fait qu'on varie dans le même sens ou pas. Là, ce que ça vous dit, c'est que non, ça ne varie pas dans le même sens. NJ et NI ne varient pas dans le même sens. Alors, pour une raison très très simple, c'est que j'ai ma contrainte qui est très forte, qui est que la somme N1 plus NJ devrait être égale à petit n. Et ça, mine de rien, ça me donne une contrainte incroyablement forte, tout simplement parce que, supposons que j'ai interrogé 100 personnes sur la couleur de leurs cheveux. J'ai 3 couleurs, on va faire noir, blond et roux. Okay. Supposons que dans mon sondage, je vous dis juste, il y a eu énormément de blonds. Bah, mine de rien, ça vous donne de l'information. Supposons que je vous dise, il y a eu 80 personnes qui sont blondes, quand on a interrogé 100 personnes, ça vous donne une information. Ça vous donne une information essentiellement parce que vous savez que dans ces cas-là, les deux autres couleurs qui restent, c'est-à-dire les cheveux noirs et les cheveux roux, ne peuvent pas être si élevés que ça, tout simplement parce que la somme des trois doit être égale à ça. Okay. Donc, si jamais je vous dis qu'il y a une catégorie qui est particulièrement présente dans ma base, bah forcément, ça doit se récupérer sur les autres. Okay. Comme je travaille à somme constante, et c'est vraiment ce que raconte cette contrainte-là, comme je suis sur une somme de comptage qui est constant, qui est le nombre d'observations, tout simplement, je ne peux pas le changer. Dans ces cas-là, les variables ne peuvent pas être indépendantes, elles sont forcément corrélées, et en plus corrélées négativement. Si jamais une valeur est importante, forcément, toutes les autres, elles sont un petit peu plus faibles. Et donc, dire qu'une variable est plus importante veut dire que les autres sont forcément plus faibles. Donc, c'est cette notion de corrélation négative qu'on va observer. Et voilà, le fait que ce soit une espèce d'extension de ce qu'on avait sur la variance avec en fait, c'était ce que ça disait tout à l'heure, qui était n fois la probabilité de prendre la valeur multiplié par la probabilité de ne pas prendre la valeur. Là, c'est un peu la même chose. On retrouve n fois la probabilité de prendre la modalité i fois la probabilité de prendre la probabilité j, la modalité j. Voilà. On a une certaine analogie, en tout cas, entre les termes de variance, de covariance. Donc, voilà. On ne devrait pas être surpris de voir apparaître quelque chose qui ressemble à ça, y compris sur le signe d'ailleurs. OK. Donc, c'est exactement ce que je vous disais. Alors, je vais vous montrer sur des simulations juste pour vérifier que ça marche. Supposons qu'on ait des 3 valeurs, 1, 2, 3, A, B, C, peu importe, okay. Et que je les tire uniformément. D'accord. Donc, j'ai une chance sur 3 de tirer la valeur 1, une chance sur 3 de tirer la valeur 2, une chance sur 3 de tirer la valeur 3. Et je m'amuse à répéter, donc à me créer des échantillons x1, x30, puisque n est égal à 30.
un tirage de ces variables où chacune des variables xi appartient à 1, 2, 3. Et je vais m'amuser à compter. Alors, sauf erreur, ici, je dois compter. Donc, je fais mon échantillonnage, d'accord? Donc, j'en tire un paquet. De mémoire, j'en tire un bon million. Okay, et j'essaye de compter à chaque fois combien est-ce que j'ai d'observations. Donc, on voit ici, par exemple, je dois avoir la modalité 1. Ici, j'ai la modalité 2. Okay, donc, ici, formellement, j'ai la distribution de N1 et ici, j'ai la distribution de N2. Donc, on voit effectivement que, normalement, chacun des NJ doit suivre une loi de Bernoulli de paramètre 30, 1 tiers. Okay, donc, cette variable, je vous rappelle, elle est centrée sur 30 fois 1 tiers, c'est-à-dire 10. Et effectivement, si vous regardez, on est à peu près centré sur 10, à la fois pour N1 et à la fois pour N2. Et j'ai une espèce de loi qui ressemble à une loi normale, mais ça on l'avait déjà dit, la loi binomiale s'approche d'une loi gaussienne, d'une loi normale. Okay, alors normalement, il faut peut-être un peu plus d'observation, mais disons que déjà, on n'est pas si mauvais que ça. Donc, on a ces deux distributions-là, à peu près centrées sur 10. Voilà, normalement, j'ai 0 fois, j'ai obtenu aucune des valeurs. Okay, puis après, on voit que ça monte tranquillement jusqu'à atteindre pas mal de monde autour de 10. Donc, on a ces distributions-là. Donc, on retrouve la première partie qui était que chacune des variables suit, enfin, chacune des variables de comptage dans mon tableau de comptage suit une loi binomiale. Et à droite, je récupère ce qui est un peu plus intéressant, je récupère ma distribution jointe. Donc, je récupère ici, alors je ne l'ai pas défini pour l'instant, on va le définir quand on fera les tableaux de contingence, mais je vais récupérer PIJ qui est tout simplement NIJ sur N. Donc, je regarde la probabilité croisée. Donc, je regarde le tableau croisé quelque part de mes modalités IJ. Okay, donc, en l'occurrence, 1 et 2. Donc, est-ce que je tombe souvent sur, alors on peut regarder une valeur un peu, pas forcément au hasard, mais disons sur 5,15. Ici, 5,15. Donc ici, je me dis que j'ai obtenu 5 fois la modalité 1 et 15 fois la modalité 2. J'obtiens un nombre qui est relativement faible. Okay. Ce que je vois, c'est que quand je me rapproche de 10-10, ben 10-10, c'est un peu plus bas. Dans ces cas-là, on est sur des probabilités beaucoup plus élevées. D'accord. Donc, conjointement, obtenir 10 fois la valeur 1, 10 fois la valeur 2, ce n'est pas si rare que ça. Et ce qu'on observe, c'est cette forme un petit peu elliptique. Okay. On voit apparaître cette corrélation négative qui nous dit il y a plus de chances d'être par ici donc, que là. Et ce que ça veut dire, c'est que être par ici, ça veut dire être grand en X1, avoir obtenu beaucoup de valeurs de type 1 que de valeurs de type 2. Okay. Donc, si jamais vous avez obtenu pas mal de fois, vous avez obtenu genre 15 fois des 1, c'est-à-dire un peu plus de la moitié de vos tirages vous donne des 1, dans ces cas-là, forcément, ça va s'en ressentir de l'autre côté. Et donc, comme en tout, j'ai tiré 30 pièces, on est plutôt sur des valeurs relativement faibles pour X2. D'accord. Donc, on ne devrait pas s'attendre effectivement à obtenir 15 fois des valeurs de type 1 et 15 fois des valeurs de type 2. Okay, c'est cette notion de corrélation négative qu'on observe assez clairement ici. Donc, la loi multinomiale, c'est ça, c'est le fait qu'on ait ces lois de Bernoulli ensemble, mais qui vérifient une propriété assez forte, qui est que ces Bernoulli ne sont pas du tout indépendantes. Au contraire, elles sont très corrélées entre elles. Le cas extrême étant le cas binomial. Le cas binomial, si jamais vous me dites combien de fois vous avez obtenu des 1, vous avez forcément le nombre de 0. Là, c'est un peu plus vicieux, parce que si jamais vous me dites combien de fois vous avez obtenu des 1, je vous dis combien de fois vous n'avez pas obtenu des 1, c'est-à-dire combien de fois vous avez obtenu des 2 ou des 3, mais je ne sais pas entre les deux. Donc j'ai un petit peu de variabilité entre les deux, mais je suis quand même content. Voilà, c'est ça qu'on raconte. Alors cette loi, je peux la caractériser, c'est-à-dire que je peux regarder un peu la probabilité d'être tombé exactement sur ce tableau de contingence. Ça ressemble à des choses qui sont de cette forme-là. Okay, donc la probabilité d'être tombé sur un vecteur N1NJ qui somme à N. D'accord. Donc supposons que j'ai obtenu 100 observations et que j'avais 3 classes. Dans ces cas, je me demande quelle est la probabilité, par exemple, d'être tombé sur, alors il ne faut pas que je me trompe, 25, 25, 50. Ou sur 30, 30, 40. Ou sur 40, 30, 30. Okay. Donc on va regarder ces différentes probabilités. Ce qu'on peut monter, c'est que donc on a un petit facteur ici qui est un facteur de nombre de manières de répartir chacune des observations. Donc parmi mes 100, si je vous dis j'ai obtenu 10, 10, 80, c'est comment est-ce que je peux classer mes 10 premiers 1, comment je peux classer mes 10 2 et comment je peux mélanger mes 80 3, okay, parmi les modalités 1, 2, 3, okay, parmi 100 observations. Donc c'est cette espèce de gros mélange de combinatoire. Et après, j'ai tout simplement la probabilité d'être tombé sur chacune des valeurs. D'accord. Donc comme je dois tomber sur P1,
N1 fois, dans ces cas, j'ai P1 fois P1 fois P1 fois P1 fois P1 N1 fois, et donc j'ai ce P1 puissance N1. Okay, donc voilà, la forme, on va un peu l'oublier, j'aurais peut-être pu mettre des étoiles. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, c'est juste une généralisation de ce qu'on avait en dimension, enfin, pardon, j'allais dire en dimension 2, mais dans le cas de la loi binomiale, simplement parce que si jamais je m'intéresse à la probabilité d'être tombé exactement sur N et N2, okay, donc supposons que je prenne les deux valeurs 0, 1, respectivement, je suis tombé de N1 fois sur 0, N2 fois sur 1. Okay. Dans ces cas-là, on la connaît, la probabilité. Enfin, je vous rappelle que c'est. Donc, la loi binomiale, la loi multinomiale me dit qu'on aurait cette écriture-là. Okay. Ça, c'est juste l'écriture de la loi multinomiale, mais je sais aussi que c'est une loi binomiale. Et donc, comme c'est une loi binomiale, ben, je peux l'écrire. C'est que la probabilité d'être tombé sur certaines valeurs, disons le N1 fois la première modalité, ben, la deuxième, elle en découle. Comme je vous l'ai dit, si j'ai des variables Bernoulli, si je vous donne les 1, je vous donne forcément les 0, on les connaît. Ici, j'ai ma combinatoire, le nombre de manières de choisir mes NU, mes N1, 0 en l'occurrence ici, parmi mes N valeurs. Okay, donc, je me retrouve avec cette notion de combinatoire. Et après, je me retrouve avec mes probabilités P1 moins P qu'on avait classiquement dans la loi binomiale. Donc, c'est vraiment juste une extension naturelle de la loi binomiale. OK, je fais une petite pause et on attaque la suite juste après.